مساء الخير عليكم. مساء الخير les amis, مساء الخير Bouchra, مساء الخير Sohila, مساء الخير Sonia et مساء الخير les gens qui nous suivent sur Facebook, sur nos plateformes, sur Ras el Khair. Euh, un sujet important qu'on aborde aujourd'hui, la violence envers les femmes. Donc, مساء الخير mesdames, مساء الخير Bouchra. Merci pour l'invitation, Kalima. C'est un plaisir toujours de participer à tes émissions ô combien intéressantes et essentielles. Merci ma belle. مساء الخير Sonia. Salam alaikum. Bonsoir à tout le monde. Merci pour l'invitation et pour cette initiative aussi. Aïchek. Et مساء الخير Souheila. Mesdames Noor Karima, en tout cas, c'est une très belle initiative qu'on doit vraiment louable. Puis je te dis que ce n'est qu'un début. Absolument, c'est qu'un début. L'avantage, Ouais, اليوم عندنا oui, اليوم عندنا Montréal, Québec et Alger. Donc, Bouchra et moi, on est à Montréal. Souheila est à Québec et عندنا Sonia d'Alger. Donc, حال على بالك رحت البلاد avec Sonia, donc c'est génial. Donc voilà, donc la violence envers les femmes, حكينا عليها, et puis beaucoup de gens en parlent. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les derniers temps, il y a eu une grosse alerte. Bon, effectivement, la Covid a fait en sorte que la lumière soit mise là-dessus, alhamdoulilah, enfin. Grâce à ça, on va arriver à régler quelque chose. Mais c'est ça, c'est l'OMS qui a fait une déclaration. On voit beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Et puis, bon, à notre niveau, on se dit, faut en parler. Et Djaberbi, plus on en parle, mieux c'est. Plus on en parle, plus on va arriver un peu à comprendre. Belek, on ne va pas arriver à trouver la solution ou le bout du film. Hein, Ras el Khair, on ne va peut-être pas y arriver. Mais au moins, on va au moins démêler un petit peu la pelote avec d'elle. C'est quoi la violence envers les femmes? On a abordé selon la semaine dernière avec des amis, on a abordé, on a survolé un petit peu la question. C'est quoi la violence envers les femmes? On a parlé selon un certain volet. Aujourd'hui, j'aimerais aborder Maakoum, c'est quoi la violence envers les femmes? C'est quoi les types de violence envers les femmes? D'après vous, on a tendance, quand on pense à la violence envers les femmes, on pense physique. On la voit, l'œil bleu, on la voit, les côtes cassées, on la voit physiquement atteinte. Mais d'après vous, c'est quoi les types de violences en général, et puis spécifiquement, bien sûr, c'est notre sujet, les violences envers les femmes. Puis, j'aimerais écouter les trois, n'importe laquelle, fait comme elle pourrait intervenir. Je précise que autour de notre pelote Ras el Khair, on a Bouchra qui étudie en psychologie, on a Souheila qui est très active dans le milieu associatif, spécifiquement dans l'accompagnement des femmes violentées. Et puis, Sonia, qui est plus dans les droits de l'homme. Elle est animatrice journaliste d'une radio, Voix des femmes, qui fait un travail d'ailleurs extraordinaire en Algérie. Donc, selon le domaine taha ou selon l'expertise taha, qu'est-ce qu'elle a vu comme violence? Allez, Sohila, lâche-toi, jette-toi à l'eau. Bon, pour commencer, je vais te dire que c'est un sujet tabou. Donc, parler de la violence conjugale, dire juste que je subis de la violence ou bien je la vis, c'est déjà tabou. Je te dis, même pour les femmes qui ont dépassé ça, dire que j'ai été victime de violence conjugale, c'est aussi tabou. Donc, puis on pourrait, vu que moi, personnellement, je l'ai vécu en Algérie et ici. Donc, je pourrais faire une comparaison entre les deux mondes, puis comment on la vit différemment ici ailleurs. Mais vu que, bon, Ras el Khair, ça parle toujours de la communauté algérienne, c'est plus proche de la communauté algérienne, ça ne veut pas dire oui que... Et non, oui et non, la présence de Sonia est là justement pour ça. On ne peut pas se dissocier de nos origines, et puis on a toutes, je crois, la semaine dernière, je disais, on vient
avec un certain bagage, avec, certaines choses dans nos valises. Puis des fois, on se dissocie pas de ça. Donc, dans nos valises, on apporte tout. On apporte ce qu'on a vécu de bon, ce qu'on a vécu de mauvais. Puis, bon gré, mal gré, on a quand même de la famille là-bas. Donc, déjà, non seulement ce qu'on a vécu, mais notre famille est là-bas. Donc, ça ne peut pas être. Pour comprendre la violence envers les femmes algériennes ici, donc en général, mais surtout algériennes au Canada, on ne peut pas ne pas aborder le volet en Algérie parce que ça commence là. C'est on ça, le c'est pour ramène ça. avec nous. Donc, on n'a pas le choix, Soheila. Non, pas c'est vrai pour qu'on ça. va regarder Attends, juste tu là. ne m'as pas laissé finir mon idée. Pardon. Ouais. Je voulais dire que le sujet de la violence conjugale est universel. Donc, j'ai rencontré des femmes de toutes origines. Puis, si on veut traiter le sujet, il faut savoir où commencer et d'où commencer. Parce qu'il y a des particularités aussi culturelles. Donc, on le voit présent dans des cultures où, par exemple, les cultures patriarcales, comme la nôtre. On a vécu, je te dis, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde, quand on parle de violence envers les femmes, ils pensent toujours de la violence conjugale. Mais il y a aussi une autre sorte, parce que dans notre société, le patriarcat fait que, déjà à la naissance, un garçon, c'est supérieur à une fille. Donc, une fille, elle n'est pas juste, elle appartient pas juste à sa famille, à toute la société, là. Donc, son frère, son père, ses oncles, ses collègues au travail, tout le monde se mêle de la vie d'une femme. Puis, si on entre dans le sujet de la violence conjugale, donc là, on va prendre une portion de cette violence. Donc, il faut décortiquer. Est-ce qu'on va parler de la violence en général, la violence en Occident, la violence dans les familles immigrantes en Occident, ou bien la violence dans les familles algériennes en Occident, parce que je te dis, les familles algériennes, généralement ici, c'est les femmes parrainées qui vivent le plus de violence. Parce que c'est comme si une esclave, on a ramené quelqu'un du bled, on a payé pour la ramener, puis elle nous appartient. Donc, grosso modo, toi, tu subdivises d'abord les types de violence en fonction de le groupe géographique ou là, le groupe ethnique ou là, le groupe social. C'est ça. Tu commences par ça. J'ouvre une parenthèse. Pour trouver des solutions, oui. Pas pour mesdames, définir la violence. Pour définir la violence. Excuse-moi. Pour définir la... Oui. Non, j'ouvre une parenthèse juste pour expliquer le principe de l'émission. Mesdames, vous pouvez intervenir. Bouchra, Sonia, le principe même de Ras Al Khaït, c'est pas des entrevues. Moi, je suis pas journaliste et je veux dire, au lieu de vous recevoir chez moi, malheureusement, on n'a pas le droit. D'abord, Sonia Redzer, et puis on peut pas. Le confinement, le confinement, voilà, et en même on fait ça, mais c'est ça. Donc, allez-y, c'est pas parce que j'ai commencé ma soirée là que voilà, allez-y, c'est une discussion ouverte, c'est des amis qui se rencontrent et qui discutent. Voilà. Si je peux donner une définition pour la violence familiale, moi je vais dire violence familiale, pas seulement conjugale, parce que la femme ne subit pas seulement la violence de la part de son mari, mais aussi de la part de son père, son frère, voilà. Et aussi, c'est ça, donc tu rejoins Souheila. Oui, et aussi généralement quand on dit violence familiale, violence, c'est généralement c'est l'agression physique. Il n'y a pas que ça, il y a l'agression physique, il y a l'agression verbale, psychique, économique, sexuelle aussi. Et la plupart ne savent pas que recevoir une insulte, c'est une sorte d'agression. C'est une sorte d'agression verbale. Ne pas être dépendante financièrement, c'est aussi une sorte d'agression économique. Voilà. En général, c'est ça. Et l'agression et la violence familiale, je crois que c'est la même ici en Algérie ou partout dans le monde. Je crois que c'est la même chose. Voilà. Pour rajouter à ça, je pense qu'il y a un rapport très universel à la violence parce que je pense qu'on ne peut pas parler de violence, comme le disait Souheila, sans parler de patriarcat. Le patriarcat est l'essence même
de cette violence-là. C'est de ce rapport de force entre l'homme et la femme qu'ont découlé toutes ces violences-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on assiste à quelque chose de très universel, peu importe la langue, le niveau socio-économique, les violences familiales ou au sein du couple, on les retrouve. Et puis, on assiste avec l'évolution des sociétés, l'accès de la femme au marché du travail, l'immigration aussi a contribué à ça parce qu'il y a un apport aussi structurel dans la violence qui est faite aux femmes. Au Canada, le système d'immigration, comme disait Souheila, beaucoup de femmes arrivent dans un contexte de parrainage. On a aussi des programmes d'immigration domestique où il y a des familles qui vont ramener des domestiques femmes de d'autres pays pour qu'elles travaillent chez eux. Donc, on parle ici d'une violence qui est structurelle puisqu'il y a un système, une politique migratoire qui va mettre ces femmes-là dans une posture vulnérable. Et on parle d'intersectionnalité puisque selon la race, le genre, la classe sociale, la langue, la couleur de peau, le pays d'origine, l'ethnicité, l'âge, le statut d'immigration, tout ça, c'est des couches supplémentaires qui vont se rajouter à la femme pour qu'elle puisse être encore plus vulnérable à des violences qui sont autant physiques, verbales, psychologiques au sein de la cellule familiale, dans le milieu du travail et par rapport aux politiques d'immigration qu'elle subit. Donc, mais donc là, on est en train encore d'effleurer, on aborde les raisons, mais c'est quoi les types? C'est quoi, si on devait les énumérer, quel est le, ou plutôt je vais poser la question autrement, quel est un des types de violence conjugale ou juste violence envers les femmes que vous avez rencontré dans vos vies, dans vos carrières ou là, dans la vie de tous les jours et vous vous êtes dit, ah bah tiens, Hadi, j'aurais jamais pensé que c'était de la violence tout court. Est-ce que Wahda Fikom, ou là, elle a entendu quelqu'un lui dire, mais ça, c'est pas de la violence, ça, c'est pas. Donc, soit énumérer ou l'aborder comme ça. Donc, d'après vous, est-ce que je peux pas intervenir? Oh, bien sûr. Oui, je peux te dire que bon, la base de la violence, c'est un sentiment de supériorité, l'un par rapport à l'autre. Une personne qui veut contrôler l'autre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on est en train de stigmatiser les hommes, mais non. Dans la violence conjugale, il y a aussi des femmes qui sont violentes envers l'homme, mais le pourcentage est vraiment minime par rapport à l'inverse. Donc, le pourcentage de femmes violentées est beaucoup plus supérieur au pourcentage d'hommes qui vivent de la violence. Et en plus, dans le couple, l'homme, il a le droit de partir. Donc, c'est rare que tu vois qu'une femme essaye de retenir un homme. Si je Pour revenir à ta question, les lois favorisent aussi l'homme. C'est pour ça que ça explique qu'on retrouve beaucoup plus la femme. Elle est vulnérable parce que même les structures, les lois, les politiques sont en faveur de l'homme. Je pense que c'est ça qui explique. C'est pas juste ça, parce que par exemple, ici au Canada, les femmes arrivent, puis elles ont tous les droits, elles sont égalitaires à l'homme, en quelque sorte. Elle a tous les droits. Mais des fois, juste le lien affectif fait que la femme devient une victime de violence. Pas parce qu'elle a besoin de manger. Tu peux trouver des femmes qui réussissent bien leur vie. Donc, elle peut avoir une maison à toute seule, elle peut acheter une voiture, mais elle reste avec quelqu'un qui est dans l'humiliation. Et elle te dit, je ne peux pas partir parce que je l'aime. Mais c'est quoi l'amour pour vous? Donc, comme tu as posé la question, Karima, il y a toutes sortes de violences, mais la base de la violence, c'est le contrôle de l'autre. On essaie de contrôler l'autre, puis faire de lui, le manier comme on le veut. Par exemple, une femme veut aller étudier. Elle doit, dans notre mentalité, c'est son homme qui doit décider si elle va étudier ou pas. Tandis qu'il doit juste être informé. C'est sa vie. Puis, par exemple, si elle veut avoir des enfants, c'est lui qui décide. Donc, toutes les grandes décisions, j'ai rencontré des femmes qui viennent ici, qui ne connaissent pas les lois d'ici, puis elles se retrouvent à 0 sous, puis c'est l'homme qui encaisse les allocations familiales. Malgré qu'ici, le droit
revient à la femme. Mais la C'est ce meilleure qu'on appelle, connaissance. c'est ce qu'on appelle la violence économique, hein. Oui, ça, Voilà, c'est vraiment le c'est ce contrôle que je voulais économique. dire. Voilà. Oui. Mais il y en a le contrôle économique dans l'autre sens parce qu'ils ont des projets ensemble. Puis Ouais. la séparation va créer des problèmes parce que tout va diviser en deux. Oui. Pas parce qu'elle a besoin de lui pour vivre. Donc, il y a tout genre de moyens de contrôle. Mais la source, c'est vouloir contrôler l'autre, l'effacer et le manier à notre façon. Donc, c'est ça. Anna, j'aimerais revenir au point de Bouchra qui disait protège l'homme. Est-ce que vous pensez vraiment? En Algérie, je comprendrais. Sonia, tu nous corrigeras. Il me Oui. semble qu'effectivement, vous disiez, ça n'a pas beaucoup avancé. Il y a eu des avancées, mais on est loin encore. Mais le Hnaya, moi, j'ai comme l'impression que c'est pas le cas. Je veux dire, les lois, au contraire, ils sont tellement protecteurs, mais protecteurs des deux sexes. Parce que, bon, on parle de la violence faite aux femmes, mais on ne peut pas ignorer non plus la détresse de certains hommes qui vivent de la violence. Donc, ça on leur consacrera, messieurs, une autre émission. Mais la loi canadienne est là pour protéger le citoyen canadien, qu'il soit homme ou femme. Maintenant, mais ces lois-là sont quand même assez récentes, ces réformes-là sont récentes. Les fondements de nos sociétés, de plein de religions, de systèmes de pensée, de systèmes politiques, économiques, ont été pendant très longtemps pensés par des hommes, exécutés par des hommes, pour les hommes. La femme a pendant très longtemps eu un rôle secondaire dans les structures dans lesquelles nous vivons, femmes et hommes. Et donc, je pense que même si à première vue, on est dans une société qui est bien évidemment beaucoup plus égalitaire, où on a plus de droits, où on a accès au travail et on assiste à une émancipation, mais on n'est pas l'équité salariale, elle n'est pas complètement là. Je comprends ton point, Ouais, effectivement. Et c'est ça qui explique justement pourquoi il y a des femmes qui vont se retrouver dans un isolement social, parce que dans un contexte d'immigration, par exemple, la femme, même si donc on arrive, un couple hétérosexuel arrive au Canada, aux yeux de la loi, ils sont égaux, mais il y a des nuances culturelles liées aussi au genre, où, puisque la femme, elle a ce rôle du care, de celui qui prend soin de tout le monde, elle va se sacrifier, elle va laisser l'homme faire des cours de francisation, travailler, gravir les échelons au sein de son emploi. Et puis elle va avoir un rôle de donneur de soins. Et puis ça va la maintenir dans une forme d'isolement. Oui, son cercle social, ça va peut-être être l'école, le milieu des enfants, mais elle va pas pouvoir explorer toutes les ressources qui sont à sa disposition. Donc, les rôles genrés de l'homme et de la femme vont aussi favoriser cette vulnérabilité-là. Je comprends effectivement. Là, contre les سمعونا تسمعنا بالك سونيا متزايد قلنا mais voyons احنا رانا في la base on cherche la base en termes de droit et toi tu m'amènes presque quand tu parles. Oui, c'est ça. Il faut se trouver un juste milieu. Non, mais c'est très intéressant là parce que tu me fais penser un peu on a vu dernièrement, je ne sais pas si c'est Hydro-Québec, je crois, ou Gaz Métro, enfin bref, une des grosses sociétés d'État qui a désigné comme PDG PDG ouais, c'est ça. En tout cas, grand dirigeant, une femme. Et c'était une première, le plafond de verre qui est brisé. Le plafond de verre, oui, c'est ça. Alors pour nous, c'est quelque chose, mais بالك وحده اللي تكون d'ailleurs même هنا pas juste d'ailleurs, mais بالك Sonia, tu me dis, voyons, أنا ماذا بيا les femmes اللي راني معاهم, je leur obtiens beaucoup moins que ça. Mais on parle de violence faite aux femmes. Et ça aussi, c'est un type de violence. On ne peut pas l'ignorer. واش رايك Sonia? Concernant le milieu du travail, ici, généralement, les femmes n'ont pas accès aux postes de pouvoir ou aux postes vraiment des postes importants. On a vu récemment
une femme qui a pris le poste de maire d'une commune, mais bon, elle a été cassée. Ils ont essayé ils ont tout fait, voilà, pour lui enlever le poste. Voilà. Déjà là, je suis yabad de ce côté-là. C'est ça, c'est ce que je disais, sauf que ça reste un droit, je veux dire, ça reste une violence vis-à-vis d'une femme qui évolue au sein de l'entreprise ou malgré qu'on a ici en Algérie, on a fait un pas, c'est que la loi le quota concernant 32% pour les femmes, le Parlement et tout ça, mais ça reste vraiment, c'est minime quoi. Voilà, on parle de toujours bad. Voilà, et c'est comme partout dans le monde, le pourcentage à 30%, ou que l'ami et puis ok, vous avez 30%, puis enfin bon. Mais Sonia, Titanic, quel type de violence سمعتي به ولا وحده تقول لك مي هذه سي با de la violence هذه c'est rien هذه oui, par on a eu اعطينا un exemple. Oui, généralement, dernièrement, j'ai eu des discussions comme ça avec des femmes et des femmes cultivées avec un certain niveau et des femmes qui travaillent. Et pour eux, ne pas être, pour elles, le fait, la plupart des femmes ici en Algérie, elles travaillent. C'est bien, c'est une maman et tout, elle travaille. Mais qu'ils hack le salaire, son salaire, la plupart des femmes, mais c'est pas à eux de dépenser leur salaire. Tu vois, c'est le mari qui dépense le salaire. Elle travaille, elle a les responsabilités à la maison, elle a la responsabilité à le travail et tout, mais elle n'a pas le droit de dépenser son argent comme elle veut. C'est tout à fait normal. C'est normal. On est en train de voilà. Même de quand même qui dit pour le mariage, il demande une femme qui travaille. Voilà, il demande une femme qui travaille, voilà, pour lui mais c'est de l'exploitation. Même si elle a envie d'arrêter de travailler, elle peut pas. Il la menace. Si tu arrêtes de travailler, on divorce directement. Et pour elle, ça, c'est pas une sorte de, pour elle, c'est pas une violence, ça. Alors, moi, je leur dis non. Voilà. Oui, parce que dans notre société aussi, je veux dire, ça va commencer par l'éducation. Moi, je vois des femmes qui souffrent de violence, puis qui parlent qu'elles ont souffert de violence, mais ils éduquent leurs garçons comme leurs conjoints y ont été éduqués. Donc, ça va continuer encore plus. Parce qu'il y en a beaucoup, les après, tu vois son garçon, Exact. Donc, tu fais pas le changement. Elle refont les mêmes erreurs. Tu es en train de refaire la même chose. Et comme je te dis, dans notre société, l'homme et la femme, elle a juste besoin d'être considérée comme un être humain à part entière. Donc, elle a ses choix, elle a ses plaisirs, elle a le droit de faire des choses par son propre gré. C'est pas toujours quelqu'un d'autre qui doit décider à sa place. Dans notre société, en plus, il y a beaucoup de pression. Moi, je vous dis, j'ai assisté des femmes algériennes ici qui vivent la violence ici, mais c'est une violence importée là, par Skype. Je vous dis, c'est la belle famille qui contrôle depuis l'Algérie. Donc, puis ça cause des problèmes ici. Il y en a des couples qui étaient bien, puis dès qu'un de la belle famille débarque, c'est l'enfer. Parce que nous, on ne vit pas pour nous, on vit pour tout le monde. Donc, on essaye d'être à l'image de tout le monde, faire plaisir à tout le monde. Donc, et puis je vous dis que les hommes aussi féministes dans notre société, moi je l'ai vécu, mon père, il a toujours été pointé du doigt parce que c'était un homme qui était fier d'avoir 5 filles, qui les a éduquées, qui les a soutenues, puis il n'a jamais accepté que quelqu'un dévalorise ses filles. Puis tout le monde lui dit, bon, ta benette qui te mène par le bout du nez. Que c'est comme ça qu'il voit quelqu'un qui protège ses filles. Parce que non, tu dois le laisser, non. Mon père, il dit, non, أنا ربيت بنتي باش اللي يجي يديها يقبل تربيتها. ماشي يعاود لها التربية من دار جديد. اللي ما عجبتوش التربية, il va aller chercher ailleurs. Donc, j'aime ce que tu dis, Souheila. Oui. Oui, mais j'aime ce que tu dis. C'est de la musique dans mes oreilles qui m'est relolée québécois. C'est une expression très, très québécoise, Sonia. C'est de la musique dans mes oreilles.
on a commencé par dire c'est de l'éducation. On a commencé par dire c'est le régime patriarcal qui fait en sorte que la femme, elle subit ce qu'elle subit. Mais l'exemple que tu viens de donner, et puis en tout cas, je salue ton courage de dire que tu as vécu de la violence. Je te remercie pour ta confiance. Mais parallèlement à ça, tu dis que et moi, j'ai vécu ce que tu dis. Un papa qui est respectueux de ses filles, qui les élève la fille est l'égale du garçon, que pour lui, il n'y a pas de différence. Moi, j'ai vécu ça aussi. Mais on dirait que cette éducation-là n'a pas servi à te protéger contre la violence, en tout cas que ça dure. Je veux dire, ça ne peut pas te protéger parce qu'effectivement, tu peux tomber sur un conjoint qui est violent, puis bon, bah, tu vis la violence. Par contre, que de laisser la violence durer, il me semble que cette éducation-là, puis je veux dire, c'est un vécu de beaucoup de femmes. Hein. Je veux juste pointer sur. Moi, c'est une prise de conscience de ma part pour dire. Et là, où est-ce que mesdames? Qui تعود la Je responsabilité. te dis, la... وين راهي Non, la responsabilité de la on femme n'est dans pas... ça? وين راهي؟ Mais moi, Moi, si je peux me permettre, vas-y, José. justement, quand Souhilène me disait, Balakia, dans son éducation, son père lui a appris à se valoriser, à occuper son espace et tout. Mais après, une fois que tu te retrouves avec un conjoint qui, lui, n'a pas même cette même éducation-là, c'est un choc parce que si on veut que les choses fonctionnent, qu'elles évoluent, il fait qu'on éduque autant les femmes pour leur dire voilà quels sont vos droits, vous avez des revendications, vous êtes un être à part entière qui ne doit pas dépendre d'un homme pour exister, ni sous la tutelle d'un père, ni d'un mari, ni celle d'un frère. Donc cet affranchissement au niveau de ton statut au sein d'une société est une forme d'émancipation et que simultanément à ça, il faut qu'on dise à l'homme qui comprenne lui aussi qu'il n'a pas le droit sur tout, que tout ne lui est pas permis, que tout ne lui est pas dû. C'est pas parce que sa mère a ramassé ses chaussettes toute sa vie que toutes les femmes avec lesquelles il partagera sa vie doivent être à son service. Et donc, il faut qu'on comprends. les deux, autant les hommes que les femmes, et des fois, on est surprise de voir des femmes émancipées qui n'ont peut-être pas la vulnérabilité économique, qui travaillent, qui elles-mêmes parfois, et moi je l'observe autour de moi, donc elle ne dépend même pas de lui financièrement et elle subit des violences comme ça. Ok, Sonia, je veux juste faire vraiment le tour, mais Sonia, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que la femme a sa responsabilité dans ça? L'exemple qu'a donné Sohila est excellent. Elle a l'égalité. Son père lui a fourni comme disait Bouchra, tous les outils pour se considérer comme être humain, savoir qu'elle a des droits, savoir qu'elle n'a pas à être écrasée. Elle ne l'a pas été avec son père. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle continue de subir la violence? Je comprends. De rencontrer quelqu'un de violent, je comprends, mais de subir, de continuer à subir. Où Sonia? Moi, si on doit parler d'éducation, moi, je dirais plutôt la communication. Peut-être, voilà, votre père, il était communicatif avec vous, avec ses filles. Ben, et aussi, il doit y avoir aussi un certain courage. Toujours, habina ou la karahna, même s'il y a des femmes, elles savent très bien qu'elles sont en train de subir une violence, elles décident de quitter ou de partir ou de mettre une barrière à cette violence. Mais le fait de se retrouver, c'est ce qu'elles disent, c'est le mot qu'on utilise, quand elle revient chez elle, si elle trouve que son père et que sa mère aussi, alors elle préfère rester. Elle préfère subir cette violence. Même si elle essaie de changer, un certain temps, ben, nous, on essaye de leur demander de parler, généralement, communiquer. Mais bon. Mais mesdames, il y a un point très, excuse-moi, Sohila, puis c'est toi qui me répondras. Un point très important, c'est que oui, je comprends tout ça, que c'est difficile de sortir de ça, c'est pas évident, puis et tout. Mais je suis désolée, à un moment ou à un autre, tu as été élevé
avec un père qui te soutient toute ta vie. Puis à un moment donné, tu subis de la violence. Et à un moment donné, il faut se mettre là et se dire non, je ne mérite pas ça. Non, mon père, il m'a appris que je ne mérite pas ça. Puis je suis capable de travailler. Puis je sors de là pour arrêter, pour briser cette violence. Puis quand tu disais, Bochra, il faut éduquer les deux. Donc dans ce cas-là, dans une société, tu as un voleur, tu as quelqu'un qui ne vole pas. Donc, il faut que le voleur, il faut que je l'éduque pour ne pas voler. Je veux dire, non, à mon sens, c'est celui qui subit la violence qui doit mettre un holà vis-à-vis de l'autre et lui dire, hey, regarde, moi, je ne vais pas continuer dans cette relation. On parle surtout de violence conjugale. Les autres violences, je comprends. Mais la violence conjugale… Ils ne savent pas comment faire, elles ne savent pas vers qui s'orienter, elles n'ont pas les moyens. Moi, je les vois sur les réseaux sociaux, elles demandent généralement conseil, mais elles ne savent pas vers qui s'orienter. Elles te disent ça c'est en Algérie, mais… Oui. Ça, c'est en Algérie, mais au Québec, Soheila, vas-y. Je vais te dire, j'ai vécu la parole, mais ça tombe bien, tu donnes l'exemple de Québec. Mais au Québec, il y a les droits. Vas-y. Écoute, je te dis, j'ai vécu la situation ici et en Algérie. Je pourrais faire un bon comparatif. Mais juste pour revenir à ta question, aucune femme ne doit être responsabilisée de la violence qu'elle vit. Parce que la femme, au départ, quand elle choisit un partenaire de vie, elle choisit un homme qu'elle a aimé. Et généralement, je te dis, les hommes les plus violents, c'est des pervers narcissiques. C'est des gens je ne dis pas qu'elle doit être responsabilisée, Soheila. Je ne dis pas qu'elle doit être responsabilisée. Et tu as dit qu'elle est responsable de la violence. Elle a une part de responsabilité. Dans la durabilité de la violence. Non, pas du tout. Parce que… Laisse-moi juste expliquer mon point, parce que sinon les gens ils auront l'impression que je dis qu'elle est responsable de la violence. Pas du tout. C'est-à-dire, un homme violent, c'est un homme violent, il doit être puni de par la loi, il y a des choses, ça c'est très clair. Je veux dire, le volet homme violent, ça c'est clair, c'est un sujet très clair, clos. Maintenant, la femme, moi je suis dans une situation caustique, je suis dans une situation où le conjoint est violent, je n'ai pas la responsabilité de sa violence. Par contre, j'ai la responsabilité d'utiliser les outils que la loi me donne pour sortir de cette violence-là. Maintenant, est-ce que c'est le cas? C'est pas le cas. Je vous pose la question, mais je veux dire, c'est comme si ma responsabilité, c'est de couper court à de la violence que tu pourrais me faire. Ça, c'est la violence, ça, c'est juste la violence physique. La violence physique, c'est, ben, tu prends le téléphone 911, je suis agressée. Mais il y a des types de violence que ça prend du temps pour le réaliser. Pour réaliser que tu vis. C'est pareil aussi ici en Algérie, c'est pareil. Hein. Et souvent, avant d'arriver à la violence, avant que la violence s'installe, la violence physique s'installe, il y a des violences qui vont précéder ça. C'est l'individu, avant d'attaquer, il va mettre tout un tapis de dépendance affective, émotionnelle, communautaire. Il va mettre toutes les conditions qui vont favoriser sa violence et qui vont lui permettre de perpétuer ses actes et d'être le bourreau dans cette relation-là. Et puis, c'est vrai qu'à première vue, on pourrait dire, mais comment est-ce qu'une femme qui voit ça et pour qui c'est évident, elle ne prend pas ses affaires, elle s'en va si elle en a les moyens. Mais cette femme-là, elle vit au sein d'un couple, d'une famille plus élargie, d'une belle famille, d'un quartier, d'une ville, d'une province, d'un pays. Donc, un individu, il est entouré de plein de structures qui vont souvent, et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse le parallèle avec le patriarcat, c'est que la société, de manière générale, va favoriser l'homme. Après, cette femme-là se retrouve dans différentes couches de la société qui ne vont pas lui donner les moyens d'échapper à ça. S'il y a une femme qui est violentée, elle se tourne vers sa mère, culturellement, qu'est-ce qu'elle va lui dire? C'est vrai. Effectivement. Même si elle va se retourner vers la loi. Même si elle va se retourner vers la loi, généralement ici, même quand elle subit une agression, même une agression physique, généralement, quand elle le poste de police, même le commissariat, elle est mal reçue. Généralement, le policier lui-même,
يقول لها روحي اصبري normal c'est ton père c'est ton mari اصبري له Où il va la il va culpabiliser, la effectivement. culpabiliser oui Et même Voilà. ici, quand il y a des femmes qui vont dénoncer des violences sexuelles, du viol, de l'abus, C'est pareil. vu que c'est un geste et une violence qui est invisible, qui ne laisse pas de traces, elle va Voilà. se retrouver face à un policier qui lui dit mais je ne vois pas de cocard, je ne vois pas de bleu, je ne vois pas de sang. Tant qu'il n'y a pas de traces C'est sa parole contre la sienne, et de là le parallèle encore une fois avec un système, puisque les systèmes, les juridictions ont été pensés pour des hommes, ils sont là pour défendre les hommes. Donc la femme, Justement. tout son parcours, il faut qu'elle construise un argumentaire pour prouver qu'elle a vécu cette violence-là. Mais à côté de ça, cette femme-là, son psyché, son monde émotionnel, il est blessé, elle vient de vivre un traumatisme. Et si c'est une mère, mais il faut qu'elle gère différentes faces, différentes. Il y en a des femmes excusez-moi, moi je veux profiter de la dernière phrase de Bouchra pour aborder le prochain sujet. Vous êtes au courant un peu où est-ce qu'on s'en va. Tu parlais de le système est là, il faut profiter du système. Le système a été pensé d'une telle sorte pour la protéger, mais elle n'en profite pas. Là, il y a un volet justement que la femme subit et qui la rend, à mon sens, très vulnérable. Et j'aimerais aborder cet exemple-là juste pour voir, est-ce que réellement, dans cette situation, la femme, et là, je ferai le lien avec ce que je disais, à quel point elle est responsable, à quel point elle ne l'est pas, à quel point les lois, malgré leur existence, malgré l'existence de certaines lois qui la protègent, soit l'homme détourne, contourne, ou elle-même, elle tombe quand même dans le piège. Donc, le sujet dont je parle, puis c'est un des volets, à mon sens, de violence, c'est la polygamie. Je sais que dès qu'on parle de polygamie, tout le monde saute au plafond. Les femmes, c'est quelque chose, les miettes, c'est hors de question de deuxième femme. Les hommes, c'est oh, c'est déjà quelqu'un, rabat, et puis voilà, il a le droit à 4, qu'il soit de façon incroyable quand même, qu'il soit croyant, pratiquant ou non. Je veux dire, c'est quelque chose je crois que c'est la seule chose qu'on va retenir de la religion. Et puis, même non religieuse, c'est-à-dire qu'elle n'a rien à voir avec l'islam, il y a l'histoire des conjoints de fait. Donc, il y a certains, maintenant, c'est la nouvelle tendance de fuir un peu le lien marital et se mettre ensemble, donc en conjoint de fait. Un phénomène qui a beaucoup sévi, ou là, qui sévit beaucoup justement, que ce soit en Algérie ou ici au Canada, c'est ce phénomène de polygamie, mais à travers le mariage religieux non déclaré sur le plan civil. Moi, je suis tombée sur un reportage que j'ai vu l'année dernière, qui a été fait par CBC. C'est en anglais, malheureusement, je n'ai pas pu trouver de version française et je n'ai malheureusement pas su, c'est moi une technique, je n'ai pas su faire de sous-titrage. Donc, ceux qui nous écoutent et qui comprennent l'anglais, je vous invite à l'écouter. C'est 5 minutes, je vais le faire passer dans quelques instants. Ceux qui ne comprennent pas, patience, c'est juste 5 minutes de vidéo. Oui, vas-y. Sur YouTube, en dessous, il y a l'option sous-titres sur la vidéo. Pour l'écouter. C'est pas un YouTube que je vais mettre, c'est la vidéo que je vais mettre. Donc, je vais mettre la vidéo. Mais c'est ça, c'est 5 minutes, puis on reviendra pour en parler, plus expliquer dans le détail ce qu'il en est. Mais wallahi, la détresse humaine, ça se comprend très rapidement. Donc, avec toutes les langues du monde, on va arriver à comprendre. Donc, c'est 5 minutes, juste patience, et je vais faire passer la vidéo Hadik pour comprendre un peu cette histoire de polygamie au Canada. And most of this polygamy, the way it's practiced today, is unfair. So we want to make it clear. We don't encourage polygamy. Imam says he's happening in Canada like it. The context is very important. It was permitted for a certain time within a certain hundred, but it's not context here. In Canada, allowed. A woman can only be man, but men are allowed up to 4 wives. Why are
So if people want to do that, they can go and live in countries where it's permissible. But here in Canada, it's not allowed. And in 99%, 99, probably 99.5% of women don't accept this. I'm talking about Muslim women. In our reporting, we spoke to dozens of Canadian Muslim women with similar stories. Husbands with a secret second marriage. But who are the men doing this, especially when it's punishable in Canada with up to a 5-year sentence? I see nothing wrong with it. It's part of our religion. I'm open to it and I accept it, you know. Meet Isa, a Toronto restaurant owner who says even though he's happily married, he wants a second wife. What does your wife think of this? Most of the times, women don't like it, but she accepts it. But it's not legal in Canada, polygamy. Correct. How do you reconcile that? Our marriage is through the Islamic institution, so we got what is called a nikah done. So she is... So a religious marriage. Right, so she's basically my wife. But we haven't registered our marriage in the... Civil court. Yes, correct. Why did you choose not to at that time? I may get married sometime again later on down the line because it is part of my religion. So therefore I left it open. Is any part of you ambivalent about that? No. The cases that I'm seeing are where people are making an assumption, an incorrect assumption that it's part of their religious right to engage in polygamy. Sabah Hazai is a lawyer who often finds herself advising Canadian Muslim women on the issue of family law and marriage. Unfortunately, what happens is in some of the cases that we're seeing, it's not, the women are not aware. Some of them are not aware that their husbands have taken on second marriages, right? And that's devastating. Yeah. That's devastating. So who are the imams putting their stamp of approval on polygamy? A man from the Muslim community agrees to go undercover for the Fifth Estate to find out. Several Muslim women fed up with polygamy point us in this direction, the mosque of Imam Ali Hindi. So Sheikh, I've decided to to have a marriage again, take a second wife. Okay, all right. You have the wife? I am married, yes. No, but you find the second wife? Yes. Okay, sure. Okay. So what do I need to do or We have to have 2 witnesses. Okay. Can you provide the witnesses? Oh, yeah, sure. Okay. You have to prepare some dowry? Some money? Yes, okay, yeah, we'll agree to that. Agree about it. Yeah. Okay, good. So there will be like a contract. Oh, yeah. You'll write that up for me? Yeah, there's a contract. I have a contract like this. Yeah, okay. You know? And I give here the original or you. Yeah, okay, And that's perfect. I have a copy with me. Okay, So we have no problem with the government because this is nikah. This is right. There's no problem. We're not going to register. If you register, then it's illegal. Then it's the thing, Because yeah. you're married. Imam Hindi is by no means the only Canadian imam willing to perform a second marriage. However, most mainstream Canadian imams have spoken out against the practice, even issuing an official statement condemning polygamy. As a leader in the community, does it upset you to hear that there are other imams who are allowing this or giving the impression that this is allowed? What upsets me is if we want to be part of Canada and call ourselves Canadian Muslims, and we are Muslim, yeah, but we have to be part of this society. Polygamy was permissible, and it's permissible in other countries, but it's illegal here. The issue is not because I have choices. I don't have a choice. In Canada, all marriages must be legally registered, but that doesn't stop Imam Ali Hindi from conducting unregistered second marriages. We pay him a visit to ask why. Imam, I want to show you this video. Okay. So this is you. Private matter. Okay, sure. So Sheikh, I've decided to take a second wife. Okay, all right. You have what's the problem? Yeah, okay. Yeah. Did you say what's the problem? Huh? Imam, that's illegal. So, Yeah, okay. sue me. Let them sue me, and then we're going to go to Supreme Court, and we'll see who's going to win.
Alors voilà, reportage poignant, à chaud, mesdames, vos commentaires. Ah. Allez-y. Ah. Je vais commencer? Ok, Oui, 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 absolument. Oui. WRB, c'est c'est la figure de violence qui se fait sur la femme depuis, Depuis des depuis longtemps. millénaires. Voilà, voilà. Je vais prendre 2 secondes quand même pour. J'ai oublié que quand même, il y a des gens qui nous écoutent et qui ne comprennent peut-être pas l'anglais. Donc, je vais faire un court résumé de la situation. C'est un reportage qui a été fait en 2019 par CBC. Le journaliste disait, enfin, moi j'ai regardé comme vous, mesdames, j'ai regardé le reportage en entier. Donc ça, c'est juste un extrait pour montrer. Mais le journaliste était impressionné, choqué par le nombre le phénomène. Pour lui, il pensait que c'est un monsieur qui avait fait le reportage et il pensait que c'était pas un phénomène important, surtout pas dans la communauté musulmane. Puis, il faut savoir que la polygamie est punie par la loi au Canada. Donc, la personne qui pratique la polygamie peut écoper jusqu'à 5 ans de prison. Ça, c'est une première des choses. Une deuxième, c'est que les mariages dont on parle dans le reportage, c'est les mariages religieux bil-fatha, ce qu'on appelle dans notre culture le fatha. C'est-à-dire que ce n'est pas transcrit au civil. Et donc, c'est ça. Donc, lui, dans le reportage avec, ils ont été voir dans la communauté, c'était, je crois, à Toronto, là, mais je fais tout l'endroit, mais ils ont vu dans la communauté, et puis ils ont parlé à un monsieur qui disait, avec le monsieur, il disait, et puis elle lui disait, oui, mais est-ce que Martik, elle va être d'accord? Ah, là, mais de toute façon, 99% des femmes ne sont pas d'accord, et donc, elle va s'y faire. Il y avait aussi l'imam Hadak qui parlait, qui disait que lui, d'ailleurs, le reportage commence par cet imam, Issa, je crois pas, j'ai oublié son nom, mais le reportage commence par lui en disant que la polygamie, lui, il est contre fermement, et il disait une phrase que j'ai beaucoup aimée: la polygamie est une injustice vis-à-vis de la femme. C'est merveilleux, il commence par ça. Et ensuite, ils font une caméra cachée, oui, ils vont aller voir un imam, et le monsieur essaie pour se marier, voilà, je veux me remarier. L'autre lui dit, oui, tu as trouvé la femme. Oui, oui, d'accord, bien, est-ce que je vais avoir un contrat? Voiture, littéralement. Oui, exactement. Oui, tu dois lui donner de l'argent. Et puis, est-ce que je vais avoir un contrat? Oui, tu vas avoir un contrat. Et puis, c'est pas illégal tant que ce n'est pas transcrit au civil, à l'administratif. Oui. Alors que c'est l'inverse, c'est-à-dire le imam a l'obligation, selon la loi, de transcrire, d'envoyer une copie. C'est-à-dire quand n'importe qui va se marier chez l'imam ici, au Canada, le imam a l'obligation de transcrire le mariage sur le plan administratif et civil. Sinon, la femme qui se marie, et comme ils appellent, elle n'a pas les droits. C'est un peu comme, d'abord, ils sont dans l'illégalité, parce que c'est réputé être un mariage quand même. Donc, c'est ça. Donc, c'est de la polygamie. Ils sont dans l'illégalité, mais au-delà de ça, c'est qu'elle perd ses droits de femme mariée. Donc, c'est ça un peu le résumé. Et puis, le gars, il termine, puis je l'ai laissé terminer avec le imam qui voulait quand même faire le fatha. Elle lui disait, vous êtes conscient que c'est illégal ce que vous faites? Il lui dit, poursuivez-moi. Oui, et puis, poursuivez-moi. Donc, voilà, un petit résumé du reportage. Mesdames, vos réactions. Bon, je vais vous dire que, premièrement, c'est un genre de l'instrumentalisation de la religion. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas que le mariage en islam, ce n'est pas un acte religieux, c'est un acte civil. C'est pour ça qu'il y a 2 témoins, puis les gens vont tout le savoir.
tant aussi longtemps que tu fais ça avec un imam et avec 2 témoins, ça ne s'appelle pas un mariage, ça s'appelle, comme on dit, zawaj urfi. Donc, il n'est pas reconnu. Puis avec le changement du temps, là, on a accès à la paperasse. Donc maintenant, le mariage, c'est un civil et non pas religieux. Le fatha, c'est plus quelque chose de traditionnel, on peut dire. Quelque chose pour agrémenter ça. Mais le fatha, ce n'est pas un mariage. Il y en a beaucoup d'imams qui le disent clairement. Un mariage juste avec un fatha qui n'est pas écrit nulle part, ce n'est pas un mariage. Donc, juste, Soheila, je peux vous corriger un truc, Soheila, s'il vous plaît. Ce qu'on appelle zawaj al-urfi, c'est quand la femme se marie elle-même. Genre, très bien, même d'arhom, ils ne savent pas qu'elle est mariée. Ils يجيبوا زوج شهود هي ou son mari, son conjoint, ou ils يجيبوا un imam, زوج شهود sans la présence de son père ou de son frère, الوالي تاعها. C'est ce qu'on appelle zawaj urfi. Genre, même ses parents, ils ne savent pas qu'elle est mariée. Ils se marient en cachette. Mais pour eux, tant que le père il est présent et les autres choses et le mari, c'est un mariage légal. Non, donc effectivement. Mais si tu n'as pas le carnet de famille, ce n'est pas légal. Si tu n'as pas le carnet de famille, ce n'est pas légal. Si ce n'est pas inscrit, fait le beladia, ce n'est pas légal. Ça reste toujours. Non, parce que de malgré ça, même il a en Algérie, je vous parle de la loi qui est applicable. Ton père il était présent, les 2 témoins, le imam, même vis-à-vis du canon, c'est son mari. Voilà, parce que après, si elle tombe, la femme, si elle tombe enceinte, lors de l'accouchement, même si son mari il la laisse tomber, et ben elle a le droit le livret de famille. Il suffit d'avoir les témoins. Voilà, le témoin ou parce que c'est un enfant légitime. J'ai une question, moi. Mais c'est tout un tournement, tandis que en réalité, on est censé se marier avec un acte civil. C'est pour ça que je te dis ici au Canada, parce que là, on parle de le reportage, il parle d'ici. Parce que ici, même les non-musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent avoir une femme et une maîtresse. Oui. Donc, si tu n'as pas, par exemple, si tu n'as pas un acte légal devant la loi, tu n'es pas bien parti pour aller revendiquer quoi que ce soit. Par exemple, dans un pays musulman où la polygamie est régularisée, donc il peut se marier avec 2 femmes. Ces 2 femmes-là, vis-à-vis de la loi, elles ont le même niveau d'aller revendiquer des droits, que ce soit pour elles ou bien pour leurs enfants. Mais si une est, par exemple, ou l'autre, je te dis, en Algérie, j'ai vu des situations comme ça où la deuxième تتزوج تعرفي باسكو زواليه ما استعرفولهاش بالولاد في قعدت عمرها كله هي تجري ولادها ولاد حرام فهمتي دونك ما تجيبي شهود tu parles d'ici Souheila, tu parles d'ici. Non, parce que قالت لك العرف الزواج العرفي في الجزائر parce que maintenant même les imams ils ont eu un ordre ما يديروش الفاتحه لكن ما عقدناش في البلديه. Moi, je ne sais pas si vous maîtrisez le sujet, je ne maîtrise pas. C'est-à-dire la différence entre nikah ou zawaj al-urfi et tout ça. Oui, allons vers les bases. Oui. Donc, pour expliquer la polygamie ici en Algérie, comment ça se passe aujourd'hui, comment ils se marient avec la deuxième femme, parce que Doka, avant, on demandait juste l'autorisation de la première femme, juste une signature. Mais aujourd'hui, non. Donc, la première femme qu'on présente d'Achara devant le juge, face à face, il va lui demander si elle accepte que son mari se marie une deuxième fois. Voilà. Et donc, comme ils font maintenant, il se marie Belfatha. Et au moment où sa deuxième femme tombe enceinte, alors devant le juge, automatiquement, il y a c'est un fait accompli. Voilà. Même sans l'autorisation de la première femme. Mais là, par contre, elle peut demander le divorce parce qu'il s'est marié la deuxième fois, sans sa permission. Elle peut demander le divorce. Si
elle donne son autorisation pour son mari de se remarier, elle perd tous ses droits. Elle perd tous ses droits. Voilà. C'est ça. Donc, si tu perds tes droits, ça veut dire que tu n'es pas dans la polygamie. Tu es considéré comme une deuxième, une Donc, elle maîtresse. donne son On peut dire que autorisation. c'est... Hein. Oui, Donc, mais elle donne son je te dis, autorisation. je Voilà. te dis que ça, c'est des solutions pour régler une situation qui n'est pas réglée. Une problématique. Bouchra, qu'est-ce C'est que tu ça. en penses? Toi qui n'es pas de cette génération, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, j'étais justement, je fais mes devoirs et j'essaie de comprendre. Je me suis dit, OK, comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Pourquoi la polygamie? Pourquoi ça a commencé? Pourquoi ça a perduré? Moi, c'est ça mes questionnements toujours. J'essaie de comprendre la source de ça pour voir pourquoi est-ce qu'on se retrouve là. Et puis, finalement, la polygamie, ça avait une utilité historiquement, une utilité communautaire. C'était pour avoir des problèmes de main-d'œuvre au sein de la famille, pour les hommes qui allaient en guerre et pouvoir que les femmes trouvent un conjoint. C'était pour pallier à l'infertilité d'une épouse qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et puis les autres, donc elle lui autorisait d'avoir une autre femme, puisque elle, sa fonction, mais bon, ça c'est un autre sujet, d'engendrer des enfants n'était pas là. Et c'est ça, moi, qui m'a questionnée. Quand j'ai regardé le documentaire, je me suis dit, ça, ok, la polygamie, je sais, moi j'en entends parler quand j'étais en Algérie, je sais que ça existe ici aussi. Mais moi, culturellement, au Locan j'aurais pas vu ça comme une violence, j'aurais trouvé ça bizarre, étrange. Elle accepte qu'il y ait une autre épouse. Mais aujourd'hui, c'est vraiment décrit comme une violence. Et c'est ça mon interrogation. Pourquoi c'est devenu une violence? Et comment est-ce parce qu'en fait, la polygamie, c'est pas que la femme, c'est les enfants. C'est souvent ça la problématique aussi. C'est que tous les enfants, toute la cellule familiale, elle perd de ses droits. Ils sont délégués à l'autre femme. Et je me suis interrogée, je me suis dit, l'Algérie, il y a je sais même pas s'il y a des arguments qui peuvent appuyer ça. Mais comment est-ce que ça se fait qu'en se retrouvant ici, ils veulent quand même se marier, sachant qu'ici, ça coûte cher avoir des enfants, ça coûte cher payer un loyer, ça coûte cher un mariage. Pourquoi vouloir en avoir deux? Exactement. C'est pas donné ici aussi. Hein? Mais la raison ici que la deuxième, elle n'a pas les mêmes privilèges que la première. Oui. Parce que je te dis, parce que c'est même pas le privilège, Souheila. Elle n'a aucune reconnaissance. Elle n'a pas de droit. Non. Écoute, là, par exemple, ici, elle est considérée comme une maîtresse. Parce que tant aussi longtemps que l'homme est marié avec une autre, puis il a un acte de mariage valide, la deuxième ne peut même pas être une conjointe de fait. Elle ne peut même pas être considérée comme une conjointe de fait. Exact. Donc, parce que ça n'arrive pas. Ça, on est en train de jouer avec les lois, puis la religion aussi en même temps. Parce qu'ici, il y a des gens qui ne sont pas musulmans, là. Quelqu'un, un PDG, puis un haut placé, c'est un Québécois non musulman ou bien un Canadien non musulman. Mais il est marié, mais il a une maîtresse à quelque part, avec qui il vit, il partage sa vie en cachette. C'est que parce que notre communauté, ça prend le nom de la polygamie parce que le mariage, qu'il soit fait ou civil, est une condition pour aboutir à d'autres choses. Mais il y a des cas où ils ne sont pas polygames. Il y a des cas que je connais dans notre communauté qui sont mariés juste avec la fetha parce qu'ils ne veulent pas s'engager, ils veulent juste vivre ensemble comme conjoints de fait. Le mariage, mais... Oui. Alors justement, qu'est-ce qui fait que cette femme, en 2020, dans un pays où, tu vois, Sonia, moi, tu nous as apporté un éclairage extraordinaire. On a toujours pensé, on a toujours regardé de haut les lois algériennes versus les lois canadiennes en se disant, c'est normal, parce que مسكينة ما عندهاش ما كاش حاجة اللي تدافع عليها, ما كاش قوانين. هنا عندنا القانون, c'est-à-dire que هنايا la polygamie, il va y couper presque jusqu'à 5 ans de prison. Je veux dire, si le canton voilà, je le savais pas, qu'il était marié, puis là il me le fait, puis blablabla. Donc les lois sont là.
Mais je C'est découvre une que même en lacune. Algérie, je découvre que même en Algérie, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas épouser une deuxième si, si la première n'est pas d'accord et carrément le juge la voit. Donc, en termes de loi, en termes de système, il est là. Maintenant, qu'est-ce qui oblige cette femme, que ce soit celle qui apprend, qui a un deuxième, que son mari se remarie, puis finalement elle le quitte, mais qu'elle continue à rester dans une relation comme celle-là, ou l'autre qui a accepté d'être l'épouse, la deuxième épouse mariée, Belfatha, ou carrément, comme l'exemple que tu viens de donner, Souhaïla, qui accepte de se marier juste Belfatha, en sachant qu'elle va perdre ses droits, c'est-à-dire que donc il y a des lois qui protègent un couple, l'homme et la femme. Donc le patrimoine familial, si elle divorce, elle aura droit à la pension alimentaire. Il y a beaucoup de droits qui vont avec le statut de mariée. Qu'est-ce qui fait qu'elle accepte de se retrouver dans cette situation de déséquilibre? Qu'est-ce qui l'oblige à rester? Ou qu'est-ce qui fait qu'elle va rester là? Et même mon interrogation, elle est, quand Sonia a donné l'exemple, c'est la première femme doit donner son accord pour qu'il puisse se remarier. Et je me demande, mais qu'est-ce qui lui a pris? Qu'est-ce qui explique ses motivations? Comment est-ce qu'on arrive à ce qu'une femme accepte, sachant qu'en Algérie, on sait que ça va engendrer des problèmes familiaux, des problèmes financiers, mais avant qu'il lui propose, et moi, c'est des choses que je vois aussi autour de moi, avant qu'il lui propose d'avoir une seconde femme, il y a aussi une manipulation psychologique qui va précéder et qui va lui faire comprendre, de toute façon, Tia, tu n'es plus assez bonne, tu n'es plus jeune, tu n'es plus aussi compétente à plusieurs niveaux. Anaya, j'ai des besoins que tu ne combles peut-être plus. La belle-mère va mettre de la pression, la belle-sœur, l'entourage gay, il va exercer une pression pour diminuer déjà que la femme dans la société, elle a un rôle secondaire. Si dans son rôle de femme mariée, qui lui donne un statut, on lui dit de toute façon, même en tant que femme mariée, ما تصلحيش à grand chose, il faut ramener une remplaçante. C'est littéralement ça qui se fait, parce qu'il lui dit Anna, j'ai d'autres besoins, et puis c'est ça qui va faire qu'elle va accepter finalement. Je sais pas. Je veux dire sincèrement qu'il y a deux cas. Il y a deux cas de femmes qui acceptent la polygamie. La première, parce qu'elle est obligée. Donc, par exemple, كبار ولادها ما عندهاش وين تروح ما عندهاش باش تصرف عليهم et tout. Donc, elle va dire OK. وتروح معاه مسكينه وتقول هيه للجوج parce que ou bien خايفه ou bien elle n'a pas d'autre choix. Donc, وحده مزوجه عندها 20 سنه ولادها كبروا تقول لك عيب نطلق وانا كبيره et tout, elle accepte. Il y en a aussi un autre type de femme qui pense faire une bonne action en acceptant la polygamie. Il y a des femmes, je vois que bon, parce que blablabla. Il y en a qui le font. Je ne pense pas que le pourcentage est grand, Souhaïla. Non, il n'est pas grand. Attends, il n'est pas grand. Je ne sais pas, mesdames. Je n'ai pas cité de statistiques, mais je suis en train de citer des situations. Mais ça existe. Comme ça, et dans le documentaire, il y avait la femme qui disait ça, le documentaire a dit que j'ai oublié son nom. Avec la convertie, c'est une convertie. Ben, c'est ça, Get-Lom, moi j'accepte ça et je sais comment avoir une famille, comment élever des enfants. C'est un don de soi, un don à la communauté que d'agrandir une cellule familiale. Donc, je pense que... Je connais une Québécoise qui a quitté le Canada pour aller vivre avec son mari au Sénégal, avec sa deuxième femme. Puis elle a vécu avec lui plusieurs années et elle est toujours heureuse. Je vous dis que ça reste... Écoutez, je vais vous dire juste une chose parce que c'est vraiment un sujet très avec beaucoup de variantes. Mais ce qui se passe, c'est que il faut toujours donner le choix de la femme de choisir ce qu'elle veut dans sa vie pour être heureuse. C'est comme, par exemple, travailler ou rester à la maison. Il y en a qui pensent que la femme qui travaille, c'est une femme épanouie. Tandis que des fois, dans des situations, c'est une esclave carrément. Il y en a qui pensent que la femme qui reste à la maison, c'est une femme miskina, mais il y en a qui sont des princesses chez elle parce qu'elle a choisi. Donc, dans tout ça, je vous dis sincèrement, quand on accompagne les femmes qui vivent la violence, on n'essaye pas de leur imposer
pour Oui. certaines situations. On essaye de les aider pour prendre leur vie en main, puis pour se faire confiance. Parce que des fois, l'acceptation de la situation, c'est que la femme, à un certain moment, elle a plus confiance en elle. Elle a peur d'agir. Elle a peur de prendre sa place. Donc, si la femme, elle prend sa place, puis elle fait ce qu'elle veut faire de sa vie, donc elle serait capable d'accepter de subir ou bien de régler des situations. Donc, on est des situations de violence. Après le couple, après certains moments, ils se sont mis en question, puis le couple a continué d'exister, de survivre, puis la violence, elle a cessé. Parce qu'on a trouvé la source de la violence. C'était quoi la source qui faisait qu'il y ait des tensions? Je suis entièrement d'accord avec toi, Souheila, que effectivement, je veux dire, il y a certaines situations qui peuvent paraître pour certains incompréhensibles, mais pour d'autres, elle trouve son compte dans l'histoire. Je veux dire, tu as très bien, le meilleur des exemples, il me semble, c'est l'exemple de elle travaille pas. Donc, certaines pourraient voir dans la situation d'une femme qui ne travaille pas, qui est à la maison, comme un asservissement, je veux dire, elle est vulnérable économiquement. Comment tu peux accepter de rester à la maison alors qu'elle est heureuse, elle va bien, son mari, tout va bien, puis ils vont tous les deux finir leur vie comme ça, heureux. Mais moi, mon problème, oui, effectivement, la femme dont le mari se remarie est problématique à mon sens. C'est-à-dire comment tu peux accepter ça. Mais celle qui, à mon sens, surtout au Canada, est problématique, le cas qui est problématique, c'est le cas de celle, c'est de la deuxième, celle qui s'est mariée, qu'elle soit première avec une fatha ou deuxième, troisième, quatrième avec une fatha. Pour moi, c'est ça le problème. C'est-à-dire, comment tu peux accepter de perdre tes droits civils? Je veux dire, tu divorces, tu as zéro droit, il n'y a rien. Rien. Elle a droit à rien. Alors, comment tu peux accepter cette situation? Puis, sachant qu'elle est dans une situation illégale, parce que malgré tout, la jurisprudence canadienne considère le mariage religieux comme un mariage, même s'il n'est pas transcrit. Donc, elle vient de faire elle vient d'être complice dans un acte de polygamie. Donc, elle aussi, c'est problématique vis-à-vis d'elle. Donc, comment tu acceptes d'être comme ça? Puis demain, il va te menacer parce que tu comprends ce que je veux dire? Tu n'as pas tes droits civils. Tu te mets sous la coupe d'un homme qui pourrait, quelque part, tu viens toi-même, toute contente, de rentrer dans une cellule où tu donnes le fouet à quelqu'un d'autre de taper. Puis là, mais il y a un problème. Mais généralement, on profite de la vulnérabilité de quelques femmes. Il y a des femmes qui ne connaissent pas les lois. J'ai l'impression que c'est facile. Moi, j'ai l'impression, puis vous m'excuserez, je sais que le sujet est vaste et c'est délicat, et je suis sûre qu'il y a une vulnérabilité dans l'histoire, mais et je suis sûre que c'est pas aujourd'hui qu'on va arriver à trouver ça, et on va se voir. Hein. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur, puis je sais, mesdames, que c'est un sujet qui vous tient à cœur aussi. Puis je ne vous cache pas qu'il y a même quelques hommes amis avec qui j'ai discuté, puis qui m'ont dit « Hey Karima, moi aussi je veux passer parce que ça me tient à cœur ». Donc, ne soyez pas surprises ou surpris, hein, ceux qui nous écoutent, de voir peut-être à un moment donné un homme yahdar ma'ana, parce que y en a beaucoup qui se sentent touchés par cette problématique. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle accepte? Ensuite, quand elle découvre que les lois sont en sa défaveur, qu'elle reste. Des fois, c'est trop tard pour elle. Des fois, c'est trop tard. Je te dis, c'est le contrôle. Parce que au départ, elle fait ça par ignorance. Mais par la suite, quand elle va découvrir, elle a deux choix, de rester ou de partir. La majorité des femmes, quand elles prennent conscience, elles veulent partir. Elles veulent quitter cette situation. Mais selon son vécu, selon son entourage, ça prend plus de temps chez les unes que chez les autres. C'est comme pour le mariage. Il y a des femmes qui divorcent après une année. Il y a des femmes qui divorcent après 20 ans de mariage.
Ouais. Donc, c'est ce qui arrive. Mais je te dis, il y en a des femmes pour qui ça fait leur affaire. Ouais. Moi, je dirais plus La que c'est première, plus oui, la pression. Sonia. Oui, pour la deuxième, moi, je crois que c'est plus une pression et la pression de la société. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que juste elle veut se marier? Je veux dire, elle cherche oui, à c'est se ça, marier. c'est la pression Vas-y, Bouchra. sociale. C'est comment est-ce que je pense que la question que tu as soulevée, Karima, c'est comment est-ce que la deuxième femme va renoncer à tous ses droits civils pour le mariage. Mais je pense que le mot-clé là-dedans, c'est le mariage, parce que c'est des communautés, c'est des valeurs, c'est une valorisation. Le mariage est valorisé dans beaucoup de communautés. Donc, c'est avoir le statut de femme mariée, affiliée à un homme qui va potentiellement avoir des enfants vaut plus et est plus valorisé aux yeux de la communauté, de la famille, que celle qui a des droits. Et je pense que ça a des explications communautaires, sociales, historiques, plein. Mais en plus, ici, ce qui rassure quelques femmes, parce que là, si tu es une deuxième femme, puis même on n'a pas d'acte de mariage, quand tu enfantes, tu as le droit d'aller tu peux avoir un acte de naissance avec le nom des deux parents. Puis le mari, il va le faire, même s'ils ne sont pas mariés civilement, mais il va le déclarer. C'est contrairement dans un pays musulman, qui m'a dit d'ailleurs, elle fait exprès pour tomber enceinte, pour le mettre devant leur fait accompli, puis elle l'oblige. Mais là, donc, elles n'ont pas ce problème-là. Si je vais avoir des enfants, mes enfants vont porter le nom du père. Donc, pour elles, le problème est réglé. Mais il y a des femmes, c'est vrai, Karima, moi, j'ai vu quelques cas. C'est des femmes, par exemple, un âge, elle veut juste avoir un homme dans sa vie. Puis elle est musulmane, donc elle ne veut pas faire le haram. Donc, elle accepte d'être une deuxième femme. Donc, هو يخلي مرته في الدار والأخرى يتفاهم معاها ما يجيبوش دراري. Donc, ça va être juste باش يعيشوا ويفرحوا بعضهم. Pour le statut social de femme mariée avec même pas, il y en a même pas qui l'affichent. Il y en a même pas qui l'affichent. Il y a des gars qui l'affichent pas, c'est juste avoir des enfants, pour avoir non, pas pour avoir des enfants. La belle question de to be or not to be, donc c'est marié ou non marié, quoi. L'existence d'une femme se limite à marié, pas marié. Mais le sujet dans notre société qui تقولي مطلقه يقول لك مسكينه تقولي ما تطلقتش مسكينه هذه جون في وراح تزوجت هذه راهي جون في وراح دارت الفاتحه. Écoutez mesdames, le sujet est extraordinaire. على بالي لو كان نقعدوا 5 سوايع on pourra pas le terminer. Il est déjà 5h20. Et voilà, il est déjà 5h20. Maintenant, j'ai pas 22h20 en Algérie. Hein. Je sais. Il est quelle heure? 22h20 en Algérie. Merci beaucoup, Sonia. Je sais, après une longue journée de travail, c'est ça. Anna, pour moi, je veux dire, c'est vaste, c'est énorme. Oui, la violence est là. Oui, il y a quelque chose. Mais on se rend compte que finalement, puis c'est de l'apport d'Yelk Sonia est extraordinaire. D'ailleurs, je te remercie vraiment d'avoir accepté de venir. Et puis, je pense qu'on va le refaire encore. OK, même les lois kainines, mais on trouvera des femmes qui se mettront dans cette situation de violence et qui vont continuer. À un moment donné, alors il nous reste quelques minutes. J'aimerais vous écouter, j'aimerais vous donner la parole avant de finir à tour de rôle. Allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Si on passe de Hadek, moi je ne veux pas rentrer dans le détail de polygamie permise, pas permise. Je veux même pas rentrer. Est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit? Moi, tout ce qui compte pour moi, c'est que dans l'histoire, il y a une femme qui, parce qu'elle s'est mariée Belfatha, dans un pays qui ne le permet pas, a perdu tous ses droits civils. Et donc, il y a des femmes, sans même ça, se retrouvent en vulnérabilité. Non seulement elle est dans un pays où elle aurait pu être très bien, elle se met elle-même dans la vulnérabilité. Pour moi, c'est quand même quelque chose de problématique. Et c'est ça. Donc,
allez, le micro est ouvert, les comme mesdames. Bon, la majorité qui accepte ça, elles ont un problème de connaître les lois de un et de deux, la langue aussi. Parce que les gens prennent toujours des deuxièmes femmes. C'est comme les pays d'Asie. l'Inde, l'Iran, je ne sais pas quoi, mais les pays hados. Mais ce qu'il y a à faire, c'est qu'il faut toujours sensibiliser puis informer les femmes. Donc, il faut faire dans notre entourage. Je vous dis que dans notre entourage, chacune de nous, elle a ce genre de femmes dans son entourage. Donc, il faut continuer à informer, à sensibiliser, puis à donner à la femme le droit de prendre sa place, puis de se libérer de ce patriarcat. Parce que si tu n'es pas protégé par la loi, ça veut dire que tu es vraiment dans le pétrin. Et moi, je voudrais rajouter quelque chose que je trouve aujourd'hui d'une grande beauté et très important, c'est qu'on est des femmes et on parle de femmes et de réalité de femmes. Et ça, pendant très longtemps, trop longtemps, ça a manqué. Je pense que justement le fait qu'aujourd'hui on soit entre nous à parler des choses qui nous concernent, qui concernent nos mères, nos sœurs, nos filles, nos grands-parents, je pense que c'est pertinent et central justement de donner la parole aux femmes pour parler, nommer les réalités qui, elles, les touchent. Parce que trop longtemps, ça a été des hommes qui décident, des hommes qui choisissent à la place de ces femmes-là. Je pense qu'une émancipation, un affranchissement et une réduction de ces violences-là, de ces inégalités-là et de ces vulnérabilités-là passe par la réappropriation de la femme, de sa parole, de son rôle de la société, de son statut d'être à part entière qui est en connaissance de cause, qui est capable de plaider pour sa condition, de s'exprimer, de nommer, de s'affranchir. Et je pense que c'est ça, le fait d'être des femmes, à parler des femmes, c'est déjà un grand pas qu'on a fait au fil de toute notre histoire, et j'espère qu'on sera encore plus nombreuses à en parler et à se donner finalement ce droit-là, cette légitimité-là d'être les voix de notre genre, de nos mères, de nos sœurs, au nom de toutes celles qui n'ont pas eu la chance de s'exprimer. De notre sort, oui. Sonia, merci beaucoup, Bouchra. Sonia. Moi, ce que je vais dire, c'est qu'on a toujours parlé des problématiques, mais on n'a jamais parlé ou peu parlé des solutions. Voilà, les problématiques, elles sont là, elles sont devant nous. La violence, elle est là, on la voit, mais les solutions ne sont pas. La plupart des violences, moi, je crois que c'est dû à l'inconscience, mal informée, aussi l'ignorance aussi. Et pour résoudre tout ça, il faudra parler, sensibiliser les gens, les faire connaître leurs droits, et briser aussi les tabous et surtout de communiquer. Voilà. Moi, j'aimerais bien que le travail qui doit se faire plus tard, c'est plus la sensibilisation et la communication. Voilà. C'est plus ça, et pour trouver pour trouver la solution. Parce que parler de la problématique, ça va nous mener nulle part. La violence, elle est là, elle est devant nous. Mais la solution, même les femmes qui sont en train de nous écouter, elles nous écoutent pour trouver une solution. C'est plus ça. Voilà. Entièrement d'accord. Moi, je vais d'abord, avant de surenchérir sur ce que tu dis, j'aimerais, en fait, le dernier mot, à mon sens, revient aux personnes qui nous ont suivis, puis je vois beaucoup de femmes. Donc, on a beaucoup de commentaires. Je m'excuse, j'ai du mal à voir tous les commentaires, mais j'en vois beaucoup qui sont touchés. Puis certains qui effectivement parlent de la polygamie en tant que telle, d'autres qui disent que la problématique, la plus grosse problématique dans la polygamie, c'est effectivement la situation où la femme se retrouve en soumission et à perdre ses droits. Nassima, oui, effectivement, on aurait eu l'avis d'un juriste, mais c'est pas terminé. C'est-à-dire que c'est ça le défi qu'on s'est donné. C'est un sujet énorme et vaste. Et comme tu le dis si bien, Sonia, il ne faut pas parler juste des problématiques, il faut parler des solutions. Mais j'ai l'impression que là, c'est à peine 1h30, donc on ne peut pas vraiment tout circonscrire. Mais c'est clair qu'il faut envoyer des messages et des messages surtout d'encouragement. C'est-à-dire, même si on dit
il y a une responsabilité. Quelque part, on comprend aussi, c'est d'essayer de comprendre tout le phénomène et qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans ça pour pouvoir en sortir. Tant que tu ne comprends pas qu'est-ce qui t'a amené là, tu ne sauras pas comment en sortir. Donc, déjà, le premier pas, c'est d'en parler. Le premier pas déjà à faire, c'est d'en parler. C'est ça, exactement. Et puis ça, c'est une initiative parmi tant d'autres. Je sais que ça fait des années qu'il y a des gens qui activent sur le terrain. Là, on en profite parce que c'est le confinement. On dirait que les spots se sont mis là-dessus. Donc, on va en parler un peu plus. Mais c'est sûr que dans les semaines à venir, on va l'aborder sur plusieurs volets de violence, plusieurs types de violence, plusieurs solutions, plusieurs approches. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me retrouve en situation de violence, qu'est-ce que je devrais faire? Puis, une violence comme celle de la polygamie, sincèrement, on aurait dit ça à un moment donné. Voyons, c'est pas de la violence. Ben si, parce que tu perds tes droits, parce que si, parce que ça. Donc, quelque part, c'est une sorte de violence. Donc, de mettre le doigt sur les types de violence, c'est ça. Donc, je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup, mesdames, mes amis, d'avoir accepté. Ceux qui nous ont suivis aussi, merci infiniment. Je vois, on a vu vos commentaires. La personne qui disait j'aurais voulu intervenir, moi aussi, j'aurais vraiment voulu que vous interveniez. Malheureusement, techniquement parlant, c'est vraiment pas faisable. Mais allez-y, des mots, des commentaires, ce que vous en pensez. Partagez aussi, ça c'est une chose. Puis dimanche prochain, on va être là, Inch'Allah, on va être au rendez-vous avec peut-être les mêmes, peut-être d'autres personnes, dépendamment du sujet. Donc, oui, Souhaïla? Juste avant de finir, ça serait bien de lancer un appel, de dire aux femmes qui nous écoutent de partager l'émission. Puis, s'il y en a qui nous écoutent, qui vivent la violence et qui elles ont peur de le dire ou de le dénoncer, de nous écrire, de nous faire part de leurs problèmes. Donc, ça va nous amener à donner les solutions, puis à aborder plus, parce que les solutions, c'est du cas par cas. Il y a des solutions génériques, mais il y a des solutions aussi du cas par cas. Puis à force d'avoir des lettres de ces gens-là, ça nous aidera encore plus à s'approfondir dans ce problème-là et à trouver des solutions. Et aussi dire qu'on n'est pas contre les hommes. Ce n'est pas une guerre femmes-hommes. Non, donc c'est ça. C'est ça. Les hommes sont nos pères, nos maris, nos frères, nos enfants. Donc, on essaye juste de prendre notre place, qu'on soit des êtres humains comme il considérait l'homme. On n'est pas une sous-personne, mais on est égal. Absolument. Et donc, quand tu disais pour les personnes qui ont besoin, donc, là, pour cette émission aussi, on terminera avec un petit générique de fin où je mets les coordonnées des ressources d'aide ici au Canada. Je demanderai à Sonia de nous envoyer les ressources d'aide pour l'Algérie, puis je les mettrai directement au niveau de la vidéo. Puis on essaiera justement au fil des émissions, à chaque fois, d'aller chercher ces ressources d'aide et de les mettre comme ça, les femmes vont pouvoir les trouver. Puis, n'hésitez pas, donc par messagerie privée, effectivement, comme propose Souhaïla, on essaiera d'acheminer aux personnes qui seraient capables d'aider. Donc, s'il y en a une qui a un questionnement ou là, qui pense douter qu'éventuellement elle est en situation de violence, quelle que soit la violence, donc juste d'envoyer un message. Donc voilà, alors merci mesdames, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne fin de journée pour nous, bonne nuit en Algérie à Sonia et puis à dimanche prochain, Inch'Allah. Au revoir. On n'est plus en ligne, hein?